Salut à tous les rétractopotes, bienvenue dans ce nouvel échange sur la caverne du réfractaire. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour explorer ensemble les clés de la préparation. Bonjour les réfractopotes, très heureux d'être là aussi. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fondamental, tiré d'un article tout récent de Crimo sur notre site lacaverneduréfractaire.fr. Il s'agit des stratégies d'évacuation et de repli. Euh, la question, elle est essentielle. Quand faut-il partir et surtout, comment on s'y prépare? Exactement, parce que souvent on pense préparation, on pense stock, matériel, tout ça, mais savoir prendre la bonne décision là, au bon moment, choisir entre rester ou bouger, c'est peut-être ça le plus stratégique et le plus délicat finalement. C'est ce qu'on va creuser un peu aujourd'hui. Tout à fait. Notre but là, c'est vraiment d'extraire la substance de cet article pour que chacun puisse y piocher des éléments concrets pour sa propre réflexion, sa propre stratégie. Bien sûr, l'analyse complète de Crimo, elle est dispo sur lacaverneduréfractaire.fr. On encourage vraiment à aller la lire pour tous les détails. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. L'article de Crimo, il met d'emblée le doigt sur le dilemme central en cas de crise. Soit on reste confiné chez soi, le fameux shelter in place, soit on évacue, on part vers une zone qu'on juge plus sûre. C'est la première grosse décision, quoi. Oui, et ce qui est vraiment pas simple, comme le souligne l'article, c'est d'identifier le point de bascule. Le moment où rester chez soi devient plus dangereux que de prendre la route. Pour aider à ça, l'article propose des critères d'évaluation assez clairs. Le premier, c'est la durée anticipée de la crise. Bon, une simple coupure de courant quelques heures, ça se gère à la maison si on est un minimum prêt. Mais si les infos suggèrent un problème majeur, un blackout qui pourrait durer des jours, là, la question de partir se pose différemment. Logique, oui. Et le deuxième critère, j'imagine que c'est lié au danger plus direct. Exactement. C'est le niveau de danger immédiat dans l'environnement proche. Là, l'article est très, très clair. S'il y a une menace physique directe, genre une inondation qui monte, un incendie hors de contrôle qui arrive, ou alors une dégradation de la sécurité, avec des violents juste à côté, bon, là, faut pas hésiter. L'évacuation devient une nécessité pour la survie immédiate. Point. D'accord, donc la durée est prévue et le danger immédiat. Et le troisième pilier pour cette décision? Le troisième, ce sont les ressources disponibles là où on est confiné. Est-ce que l'accès à l'eau potable, par exemple, est compromis? Est-ce que les stocks de nourriture baissent dangereusement vite? Est-ce que la sécurité du logement est encore assurée? Si ces trucs essentiels commencent à manquer sérieusement et qu'il n'y a pas de perspective d'amélioration rapide, rester peut devenir une stratégie perdante. Faut avoir la lucidité d'envisager de bouger, même si c'est pas facile. Ce processus de décision, ça demande donc une évaluation calme, basée sur des faits, sans paniquer, mais sans se voiler la face non plus. C'est tout en art, j'imagine. Et d'ailleurs, pour aider les réfractopotes à faire cette évaluation, le site lacaverneduréfractaire.fr propose pas mal de ressources, des checklists, des guides d'analyse de risque. Ça peut être utile pour se préparer à poser le bon diagnostic le moment venu. Une fois que l'option de l'évacuation est sérieusement envisagée, ou même décidée, l'article insiste sur un impératif, la rapidité. Il mentionne cette règle des 10 minutes maximum pour être prêt à partir. Ça peut paraître super court. Ah oui, 10 minutes, hein. Ça surprend, mais ça montre bien l'importance capitale de l'anticipation, en fait. Ces 10 minutes, elles sont possibles que si tout est déjà prêt. Et l'élément clé pour ça, c'est le fameux sac d'évacuation, le BOB, le Bug Out Bag, prononcé BOB. L'article rappelle qu'il sert à rien s'il est au fond du garage ou s'il faut le faire à l'arrache dans l'urgence. Il doit être là, prêt, accessible, avec un contenu vérifié régulièrement. On n'a pas le temps de chercher sa lampe ou ses papiers quand ça chauffe. Tout à fait. Et au-delà du sac pour soi, Crimo met l'accent sur la nécessité d'avoir un vrai plan d'évacuation familiale ou de groupe. Il faut que ça ait été discuté et même répété avant. Qui prend quoi? Qui s'occupe des enfants, des animaux, des personnes peut-être plus vulnérables? Quelles sont les tâches critiques avant de fermer la porte? Couper le gaz, les legs, fermer les accès. Et définir un point de ralliement de l'or, au cas où le groupe serait séparé, ça aussi c'est essentiel. Oui, et un point super important de ce plan que l'article souligne bien, les itinéraires. Ne pas avoir qu'une seule route en tête parce qu'elle risque d'être complètement bouchée. Avoir prévu un itinéraire principal, ok, mais surtout un, voire deux ou trois itinéraires alternatifs par des routes secondaires. Ça, c'est fondamental. C'est ça l'anticipation stratégique. Absolument.
Prévoir plusieurs options, c'est se donner les moyens de s'adapter à une situation qui sera forcément, chaotique. Et dans ce fameux sac BOB, l'article ne détaille pas tout le contenu. Mais on le sait, c'est un sujet qui revient souvent sur la caverne. L'autonomie en eau, c'est vital. Avoir de quoi transporter de l'eau et surtout la purifier, c'est non négociable quand on évacue. C'est clair, l'eau, priorité numéro 1. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye aussi sur la caverne du réfractaire de tester et de proposer des solutions fiables, comme les gourdes filtrantes OCO par exemple. Avoir une solution de filtration qui marche bien, qui est légère dans son sac, ça peut littéralement sauver la mise quand on est en déplacement et que l'accès à l'eau potable est incertain. Bon, donc on a le sac prêt, le plan défini. Mais la question d'après, c'est où est-ce qu'on va? Avoir un objectif clair, c'est aussi important que d'être prêt à partir. L'article de Crimo explore plusieurs types de points de repli possibles. Oui, j'ai trouvé cette partie très structurante. Quelle est la première option qu'il évoque? La plus évidente peut-être. Oui, la plus naturelle est souvent la première à laquelle on pense, les proches. La famille ou des amis vraiment fiables qui habitent dans une zone considérée comme plus sûre, hors de la zone de crise immédiate. C'est une solution qui offre un refuge rapide, un soutien logistique et aussi moral, ce qui n'est pas rien. Mais ça suppose d'avoir communiqué avant, et de s'être assuré qu'ils peuvent et veulent accueillir. Logique. Et si cette option n'est pas possible ou pas souhaitable? Alors la deuxième catégorie, ce sont les zones sûres, préidentifiées et si possible préparées. Ça demande plus de boulot en amont. Ça peut être une résidence secondaire, une petite cabane isolée, un terrain qu'on possède en zone rurale, ou même un lieu public discret mais qu'on connaît bien, un refuge, une zone naturelle qu'on maîtrise, où l'on sait qu'on peut s'installer de manière autonome pour quelques jours, au minimum. L'article insiste sur l'importance de la reconnaissance de ces lieux avant. D'accord. Donc là, la connaissance du terrain, c'est la clé. Et la troisième option? C'est une solution plus institutionnelle et souvent temporaire. Les lieux publics désignés comme centres d'accueil d'urgence par les autorités, genre des gymnases, des écoles, des salles des fêtes. Bon, c'est une solution de dernier recours ou de transit, parce que l'autonomie y est nulle et les conditions peuvent être précaires, mais c'est toujours mieux que rien si on n'a vraiment aucune autre option sous la main. Et c'est là que ça devient intéressant. Crimo donne un conseil tout bête, mais qui peut être vital. Avoir une liste écrite, sur papier, de toutes ces options. Avec les adresses, les contacts, les itinéraires principaux et alternatifs pour chaque point de repli. Pourquoi sur papier? Parce que nos super outils électroniques smartphones, GPS, ils dépendent de batteries et de réseaux qui peuvent être complètement HS en situation de crise majeure. Le papier et un bon vieux stylo, ça marche toujours. C'est un rappel au bon sens qui est essentiel. Cela dit, même avec une liste papier, si les réseaux fonctionnent, même un peu, pouvoir communiquer de manière sécurisée, ça peut rester important pendant l'évacuation. Pour contacter des proches, chercher une info fiable. Dans ces moments-là, utiliser des réseaux Wi-Fi publics ou inconnus, ça peut comporter des risques pour les données perso. Effectivement, c'est un point à considérer, ça. Comment on peut se protéger? L'article n'aborde pas ce point technique spécifique, mais c'est une réflexion complémentaire utile qu'on aborde parfois sur la caverne du réfractaire. Utiliser un VPN fiable, comme celui de notre partenaire ProtonVPN par exemple, ça peut créer un tunnel sécurisé pour sa connexion Internet mobile. C'est une couche de protection en plus quand on est obligé d'utiliser des réseaux dont on ne connaît pas la sécurité, ce qui peut arriver souvent en déplacement pendant une crise. Les erreurs classiques, celles qu'il faut surtout pas commettre. Quels sont les principaux pièges qu'il identifie? Le premier, et peut-être le plus courant, c'est d'attendre trop longtemps. Le fameux biais d'optimisme, la tendance à minimiser la situation, à se dire « bon, ça va passer ». L'article met en garde. Quand on se décide enfin à partir, parce que la situation est devenue intenable, il est souvent trop tard. Les routes sont bouchées, le chaos s'installe et l'évacuation devient beaucoup plus risquée et difficile. L'anticipation, c'est la clé pour éviter ça. Partir trop tard, c'est risquer de se retrouver coincé. Quelle est la deuxième grosse erreur? C'est de surcharger son sac d'évacuation. On a tous envie d'emporter le maximum au cas où. Mais Crimo rappelle un principe de base, la mobilité. Il faut pouvoir bouger vite, sur une longue distance si besoin, potentiellement sur un terrain difficile, voire même courir avec son sac. Un sac trop lourd, ça devient un vrai handicap. Donc il faut faire des choix, drastiques. Se concentrer sur le strict nécessaire vital. Eau, nourriture dense, énergétique pour 72 heures, kit de secours, de quoi faire du feu, un abri léger type tarpe ou poncho, des vêtements de rechange adaptés, les papiers. Pas la bibliothèque complète de survie. Mobilité avant tout, d'accord. Et la troisième erreur à éviter? C'est de suivre bêtement la foule.
Si une alerte est donnée, la réaction instinctive de la plupart des gens, ça va être d'emprunter les grands axes, les autoroutes, qui vont très vite devenir des parkings géants. Avoir préparé ces itinéraires alternatifs, moins évidents, c'est justement pour éviter de tomber dans ce piège. Parfois, un détour par une petite route de campagne, ou même un chemin forestier, si on est à pied ou avec le bon véhicule, peut faire gagner un temps fou et éviter le blocage complet. Ces 3 erreurs, attendre trop, être trop chargé, suivre la foule, ça montre bien que l'évacuation réussie, ça dépend énormément de la préparation mentale et de la planification en amont en fait. C'est pas juste une question de matériel. Exactement. Avoir envisagé des scénarios, avoir défini ses critères de décision, avoir préparé son plan et son matériel, ça permet de réduire l'effet de panique et d'agir de manière plus rationnelle et efficace le jour J. C'est un travail psychologique autant que logistique. Ouais. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est quoi le message principal que Crimo veut faire passer dans cet article au fond? Le message clé, il est assez direct, hein. Dans un contexte de crise dégradée, la mobilité est une composante essentielle de la survie. Rester chez soi, ça peut être une option valide dans certains cas, oui, mais ça ne doit pas être la seule qu'on ait envisagée. La capacité à évacuer de manière rapide, organisée et vers un lieu préparé, ça doit faire partie intégrante de toute stratégie de préparation sérieuse. Il s'agit de ne pas subir la situation, mais de toujours chercher à conserver des options, une capacité d'initiative. Garder le contrôle de ses options. J'aime bien cette idée. Donc, si on devait résumer les actions concrètes que les réfractopodes peuvent mettre en place dès maintenant, en s'inspirant de cet article. Premièrement, préparer activement son sac d'évacuation, le BOB, et peut-être aussi réfléchir à son EDC, son Everyday Carry, prononcé DC, ce petit matériel qu'on a sur soi tous les jours et qui peut déjà contenir des éléments utiles en cas de départ soudain. Deuxièmement, identifier et reconnaître ses points de repli potentiels et établir les itinéraires pour y aller sur papier ou support numérique sécurisé. Troisièmement, élaborer un plan d'évacuation familial ou de groupe qui soit clair et discuté. Et enfin, pourquoi pas, comme le suggère l'article, faire des exercices d'évacuation à blanc de temps en temps, juste pour tester le plan, le timing et voir où ça coince. S'entraîner pour que les gestes deviennent des réflexes. Oui, ça paraît logique. Parce qu'au moment où la pression monte, cette préparation, cette capacité à être mobile et à exécuter un plan qu'on a réfléchi, ça peut vraiment faire toute la différence pour sa propre sécurité et celle de sa famille. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour des points essentiels soulevés par Crimo dans son article sur les stratégies d'évacuation. Il termine d'ailleurs en annonçant son prochain sujet, la préparation physique. Un aspect souvent un peu oublié, mais crucial, parce que l'endurance, la capacité à supporter un effort physique intense, ça peut être déterminant lors d'une évacuation difficile. On ne peut que vous encourager à lire l'article complet sur l'évacuation sur lacaverneduréfractaire.fr pour approfondir tout ça. Absolument. Et on encourage aussi tous les réfractopodes à faire vivre la communauté de la caverne. Allez explorer le site lacaverneduréfractaire.fr. Il regorge d'articles, de fiches pratiques, de tests de matériel sur tous les aspects de la préparation. Allez explorer le site lacaverneduréfractaire.fr. Partagez vos réflexions, vos propres astuces dans les commentaires sous l'article de Crimo. L'échange d'expériences, c'est ça qui fait la richesse de notre communauté. Allez explorer le site lacaverneduréfractaire.fr. Pensez à vous abonner à ces échanges audio si ce n'est pas déjà fait et inscrivez-vous aussi à la newsletter sur le site pour être tenu au courant des nouveautés. Allez explorer le site lacaverneduréfractaire.fr et bien sûr, si ce contenu vous apporte de la valeur, mais le meilleur moyen de soutenir la Caverne du Réfractaire, c'est de partager cet échange, de partager le site autour de vous. Faites découvrir la caverne. Et pour celles et ceux qui apprécient particulièrement le travail qui est fait sur la plateforme, tout ce contenu qu'on essaye de proposer de manière gratuite et indépendante et qui souhaitent contribuer à sa pérennité, un petit coup de pouce via un don, c'est toujours extrêmement apprécié. Toutes les infos pour soutenir la caverne sont dispo sur le site. Chaque contribution nous aide vraiment à maintenir et développer la qualité et la pertinence de ce qu'on publie. Un immense merci à toutes et à tous, chers réfractopodes, pour votre écoute attentive et votre soutien constant. C'est vraiment précieux. Prenez soin de vous, continuez à vous préparer intelligemment et restez vigilants. On se retrouve très bientôt pour un nouvel échange passionnant sur la caverne du réfractaire.